Bonjour à toutes et à tous. Un marché européen de la télévision autour de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'économie de la gratuité, de la publicité qui fluctue au gré des crises, une transition numérique entamée il y a 20 ans dans tous les secteurs de l'économie, mais nous avons la faiblesse de penser que dans les médias, cette révolution a peut-être été un peu plus brutale que dans d'autres secteurs. On nous aurait parlé il y a 20 ans de Netflix, d'Amazon Prime, et puis de ce petit objet dans nos poches qui nous obsède et qui aujourd'hui a pris une place tellement importante dans l'économie des médias qu'on ne nous aurait pas cru. Donc cela peut permettre de rester relativement modeste sur les prédictions que nous allons faire pour les 20 prochaines années, mais aussi reconnaître le privilège que nous avons d'entamer cette discussion, cette journée avec trois très grands capitaines d'industrie, trois grands patrons de médias qui, dans cette révolution, ne sont pas des rescapés, mais plutôt des acteurs. Et c'est en cela que nous sommes très heureux d'entamer la conversation avec Jean-Paul Philippot. Jean-Christophe Tortora l'a dit, vous êtes administrateur général de la radio-télévision belge de la communauté française depuis 2002. Silvio González Moreno, vous êtes vice-président exécutif d'Atres Media, qui est le principal groupe audiovisuel privé espagnol. Vous rassemblez plusieurs chaînes généralistes de télévision, des chaînes thématiques masculines, féminines, jeunes, et puis une chaîne de séries, plusieurs chaînes de radio et évidemment des plateformes permettant en langue espagnole de conquérir le monde. Mais ça, nous allons en reparler. Et puis Nicolas de Taverneau en duplex, et c'est écrit dessus, de RMC BFM. Bonjour Nicolas, vous êtes vice-président de CMA Média, directeur général par intérim de BFM RMC depuis 48 heures. Vous avez participé, on ne vous présente plus, à l'aventure d'une petite chaîne qui a monté pour en diriger le directoire pendant plus de 20 ans. Votre exigence... And member of my board. Ah, nous allons en reparler. Votre exigence réputée n'a d'égal que votre sens de l'humour et du travail en équipe. Et nous en sommes heureux. Vous nous entendez, Nicolas? Nicolas ne nous entend pas. Bon, nous allons... Bonjour à tous. Ah. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je vous entends mal. Nous vous entendons parfaitement. Bon. Nous allons entamer la conversation. La vision est mauvaise. On va essayer de la rétablir. Donc, nous allons essayer de régler ce petit problème technique. Heureusement, nous ne passons pas en direct à la télévision. Nous sommes entre nous. Nous allons commencer la conversation, cher Jean-Paul Philippot et monsieur González Moreno. D'abord, Jean-Paul Philippot, on a parlé de cette abolition des frontières, de cette révolution numérique qui, au fond, a fait tomber beaucoup des barrières qui, jusqu'à présent, structuraient le marché des médias. Quand vous présentez la RTBF, vous vous décrivez comment? Vous êtes un média belge, européen, mondial, francophone. Comment vous voyez aujourd'hui une entreprise comme la vôtre? Alors, on peut se présenter de différentes façons. J'aime présenter notre entreprise tout d'abord par la valeur qu'elle apporte. La première des valeurs, c'est un certain nombre de valeurs. Des valeurs d'indépendance, des valeurs de diversité, des valeurs de démocratie. J'aime la présenter également par ce qu'elle représente comme corps. Nous sommes une entreprise de talents, des hommes et de femmes qui se transforment très profondément pour s'adapter à ces échéances, et une entreprise de technologie et d'innovation. Et on investit beaucoup. Et puis j'aime la présenter aussi comme étant une entreprise d'impact. Impact culturel, impact sociétal et impact économique. Les médias donnent énormément d'emplois, énormément de visibilité, créent énormément de richesses à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, est-ce que nous sommes belges? Certainement. Je suis absolument certain que dans ce modèle qui s'est, en 20 ans, totalement mondialisé, la valeur ajoutée d'un média, elle est locale. Elle est locale, elle est dans une complicité avec celles et ceux qui forment la société locale. Elle est par l'incarnation. Elle est également cette valeur ajoutée locale par l'expression des cultures et des patrimoines.
Mais les francophones, nous sommes dans un espace mondial, un espace qui rejoint des continents, qui rejoint des peuples avec des histoires, avec des développements différents. Le français est une langue porteuse de valeurs et nous sommes comme médias co-responsables de la faire vivre. Et de la faire vivre dans un monde qui est un monde anglo-saxon, qui est un monde chinois, qui est un monde indien aujourd'hui. Nous sommes européens. Nous sommes en fait créateurs de ce moteur qui nous distingue du modèle anglo-saxon, du modèle chinois, fondé sur l'indépendance des médias, fondé sur la diversité des langues, fondé sur la diversité des cultures et fondé sur une création multiple. Et puis nous sommes, et nous devons être mondial, parce que nos concurrents le sont devenus. Ils ne l'étaient pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, un homme ou une femme, qu'il soit américain, mexicain, indien ou sud-africain, il a dans sa poche la même marque de smartphone et il consomme souvent les mêmes plateformes. Et donc nous devons être au niveau de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur que délivrent Netflix, Amazon ou ces quelques plateformes qui mobilisent. Donc si je résume, on peut être belge et mondial ou se revendiquer belge dans le monde lorsqu'on est la RTBF. Alors je dirais que nous devons être concentrés là où nous proposons de la valeur, c'est-à-dire proches des cultures, proches des citoyens, des bassins de vie qui nous desservent et qui, en tant que médias publics, nous financent. Mais nous devons être ambitieux et ouverts sur le monde. Il n'y a plus de solution sur nos territoires ou dans nos entreprises. Nous sommes trop petits seuls. Monsieur González Moreno, alors l'Espagne, c'est un peu plus grand que la Belgique. Pardon, je ne veux pas faire aucune référence ni au football ni à rien d'autre. Juste d'un mot, est-ce que cette conception d'une plateforme de télévision espagnole en langue espagnole, c'est quelque chose qui existe? I could define ourselves as a Spanish language content provider. But it's true that our main focus is in Spain, because I mean, we are a media group also very focused on information. We have already 700 people in our newsroom. We have two main channels, Antena 3 and La Sexta. One is a center-right type of television. The other one is left-wing television. And that we define as, we are a content provider. We are not a broadcaster. We are a content provider of Spanish-speaking content. Dans le monde entier aussi? Yeah, I mean, we have a platform. We have nearly 100,000 subscribers of our SVOD platform. So, I mean, we can see that we have a footprint, a small footprint in LATAM and US Hispanic. Je ne sais pas si Nicolas de Taverneau nous entend. Non, on n'a pas retrouvé, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Jean-Paul Philippot, lorsqu'on évoque cette mutation et la façon dont vous avez de vous décrire aujourd'hui, pour bien comprendre, j'imagine que la part de l'investissement technologique qu'il a fallu et qu'il faut consentir pour résister à cette abolition des frontières et se redéfinir comme vous le faites, a été très conséquente. Comment ça se passe ? Alors deux choses. Un, on est passé d'un groupe de médias construits un peu comme des tranches napolitaines au gré des évolutions technologiques. On est né avec la radio, on a grandi avec la télévision et on s'est encore élargi avec l'arrivée d'Internet. On avait une structure qui était une structure en silo qu'on a complètement modifiée il y a 5 ou 6 ans de ça, dans un groupe qui est intégré, avec deux grands marqueurs. C'est un, toucher tous les Belges francophones. Et on touche 90% de tous les citoyens de Belgique francophones une fois par semaine au moins, et obtenir le plus haut niveau de confiance. Parce que sans confiance du public, finalement, il n'y a pas de crédit au contenu qu'on lui délivre. On a investi, mais il y a un chiffre qui m'obsède. Netflix a investi chaque année dans le développement de sa plateforme, pas dans ses contenus, près d'1,5 milliard $. La BBC, de l'ordre de 120 millions de livres par an. 10 fois moins. Et nous, on est capable de mobiliser 15 à 20 millions. Donc nous sommes, on est trop petits. La BBC est trop petit, et donc nous devons, alors je le dis souvent, laisser un peu notre ego individuel au vestiaire, construire des formes d'ego collectif dans ce développement technologique des plateformes, et créer des fédérations, créer des groupes. Alors, soit il y a des groupes qui s'intègrent, des groupes privés qui s'intègrent très très fortement, et ils sont successful.
Et nous, comme médias publics, nous n'avons pas vocation à nous faire racheter ou à racheter notre voisin. Donc on doit faire quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est la collaboration. Et si on ne le fait pas, je pense que nous resterons simplement là où nous sommes, donc un jour on sera hors de l'écran. Bon, le plus tard possible, je l'imagine. Pour on n'a pas la volonté de l'être, donc on doit trouver ce modèle et développer une ambition collective. Sortons du public et retournons dans le privé. Monsieur González Moreno, vous êtes un acteur, et vous l'avez été depuis 20 ans, de très forte coopération en Europe, entre chaînes de télévision privées. Well, I mean, it's clear that the difference in size between these, big monsters with deep pockets it's quite impressive. But I am not very fond of pan-European consolidation. I don't think we cannot find a lot of things we can share, because television, societies are different, the way we perceive things are different. I think that's the greatness of Europe, in another way. I think we can cooperate in technical platforms, in things that don't have any cultural approach. So I think that pan-European, I don't believe in that, but I am for country consolidation. I think it was a big disappointment when the competition authorities didn't allow the merge between M6 and TF1. I think they have a short-sighted view of the market. I think they need to review everything. It's a short-sighted point of view. We are not talking of television. We are talking of a big market, audiovisual market. It includes digital. Google and Facebook in Spain takes more than 60% of the total market. So, I don't know why the rules are different. I think that they should revise that quickly, because, every minute, is a year for us. So I don't believe in pan-European. I believe in, country consolidation, and I think we can cooperate in, let's say, neutral things like technological platform and all that things. Donc non au Volapük européen, non à ces grands mécanos auxquels vous ne croyez pas. En revanche, l'exportation de programmes phares, soit espagnols, soit belges, je suis devant quand même deux personnes qui l'ont fait. Vous avez exporté, vous avez vendu des formats, des programmes, des fictions, et Jean-Paul Philippot aussi. Vous avez... La Belgique a inspiré la France aussi. Dans le relais de croissance et cette abolition des frontières, j'imagine que c'est quelque chose que vous continuez à défendre et à déployer, Jean-Paul Philippot. Certainement. Donnez-nous des exemples de formats belges que... Je n'ai pas donné l'exemple, on n'est pas pour faire de la publicité. Non, je pense que nous sommes fixés... Service public. Nous nous sommes fixés... Oh là, oui, bon, non, on doit faire notre marketing. On s'est fixé 2 objectifs stratégiques à moyen terme. Un objectif qui est très clair et qui renvoie à votre question. Nous devons être le premier producteur ou coproducteur de propriété intellectuelle locale. Et donc, je te rejoins, le content, ça va vraiment nous différencier. Mais là où hier, le contenu, c'était un droit de diffusion, aujourd'hui et surtout demain, le contenu sera une propriété intellectuelle que l'on peut décliner et donc exporter. Le second objectif qu'on s'est fixé, et cet objectif-là, on ne sait pas l'atteindre seul, c'est cette forme de... Alors, tout à l'heure, on disait, le connotant négativement, n'utilisons pas trop le mot souveraineté. Je pense qu'on doit avoir l'ambition de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est la continuité de ce service universel qu'on a toujours garanti via des émetteurs hertziens, via l'obligation de transmission des chaînes premium locales par le câble, et qu'on a oublié au moment où on a créé les autoroutes numériques de l'information. Aujourd'hui, si nous voulons toucher, si nous voulons être souverains, c'est-à-dire s'affranchir de Facebook ou Google, on doit avoir les adresses IP de tout notre public. Et cet enjeu-là, l'enjeu du dernier maillon, c'est-à-dire de la capacité à interagir directement, sans tiers, avec le public, elle doit se bâtir. Et ça, c'est vraiment un objectif commun et qui doit fédérer des énergies et des moyens au niveau national. Pour bien comprendre, pour faire en sorte aussi que le citoyen consommateur qui écoute une radio ou regarde une télévision ne soit pas forcément fliqué ou espionné. Mais notamment, ne pas être en tout cas à la merci d'une stratégie développée par des algorithmes de recommandation ou demain de l'intelligence de proposition développée par Facebook, Google ou un autre. Ce qui est le cas aujourd'hui. Nos amis publics et privés canadiens aujourd'hui se voient fermer l'accès à Facebook par une décision prise par Facebook. Point.
Ils n'ont plus, ils sont invisibles. En cela, Silvio González Moreno, l'Europe a quand même son mot à dire en termes de réglementation, de transparence. On est heureux quand même de vivre sur un continent européen avec des règles, parfois drastiques, mais enfin qui permettent aussi de vous défendre. Well, I think I would make some requests. First of all, they have to review the criteria about what to do with the TV markets and their consolidation. That's the first one. The second one is that when you are talking about Google and YouTube and Meta, Instagram and TikTok, this is the new word which is friend-enemy. It means 5% friend and 95% enemy. And they are like the goddess Hanno, two phases. The bright side of the moon, which is very small, and the dark side of the moon, which is very big. Remember that Meta has been fined nearly with up 2 billion euros because of the misuse of data of their users. And Google, something like 1 billion because of the anti-competitive tools, because of their dictation tool, and also for using our content without paying for the learning of the machines. So I should say that there's something to do. They are not considered editors. They are just platforms. So you can watch their hate messages, racism, fake news, everything, and they are not accountable for nothing, but get their revenues out of it. So first thing is that, it cannot be that good. If you are an editor, you should be accountable. You are an editor. You cannot say, I'm a platform, I haven't nothing to do with this. And they say, we invest a lot in people to really control that. But at the end, what is the result? So I think they should be treated like a media in terms of accountability. They should review their anti-competitive mechanism in terms of digitation, because they get most of the money of the market. And so I think that the European Union should review their criteria, be much faster than they are now, because they take 10 years to do whatever they think. So when they finally make the law, it's useless. And so that's the way we should perceive that. Je précise que vous pourrez donc continuer cette discussion avec Sébastien Missoff, DG de Google, qui sera là cet après-midi. Je pense que ça permettra une discussion animée à l'heure du... I already have them with the Spanish. Jean-Paul Philippot, qu'on soit privé ou public, j'imagine que vous souscrivez à ce que vient de dire M. González Moreno. Parfaitement. Mais que l'Europe doit-elle faire? Doit-elle renforcer davantage ce... Mais elle doit appliquer au monde numérique les règles qu'elle applique depuis des décennies au monde des médias. Et on a régulé le monde des médias depuis la création des premiers journaux, parce que le monde des médias est un monde à la fois économique, créateur de richesses, mais c'est également un monde à impact culturel et impact sur le modèle démocratique. Et donc on ne peut pas laisser uniquement à ces acteurs mondiaux le soin de s'autoréguler, ce qu'ils revendiquent, et comme vous le disiez, les résultats sont évidemment là pour démontrer tout à fait le contraire. Donc il faut réguler, mais ni plus ni moins que les autres acteurs du monde des médias, en prenant bien en compte aussi la dimension économique énorme. Le paradoxe, on n'a jamais créé autant de richesses dans le secteur des médias que ces dernières années, et on n'a jamais investi aussi peu dans des contenus différenciants et dans des équipes de journalistes indépendants. Justement, l'information, en revanche, j'allais dire, est un bien qui est moins exportable peut-être que d'autres. Elle appartient à des sociétés, à des pays. Comment vous imaginez cette question au plan européen, Monsieur González Moreno? L'information, en tant que telle, est un bien purement local qui doit le rester. Of course. You can see every country has its problems. More or less the same, but with different profiles. And I agree with Mr. Sade that the first thing of a media is to be profitable. If a media is not profitable, it's very difficult to be independent. So first of all, it should try to be profitable. The second thing is that, if you want information of quality, you need to invest in journalists. You don't do that otherwise. So you need media with means. So that's the other thing.
And of course, you need to be reliable. Because I think the media is a very, very important part of the democratic system. We are a counterbalance. We are part of the check and balance system that, I mean, I think we all in this room should say that it's the better. We know perhaps there's someone better, but we don't know it yet. So I think that media is very important for the country. In this very moment, it's clear. I mean, there has been people have talked about that. I mean, there's fake news, there's polarization, there's everything, and I think the Vakin is a good media with good information, being independent, and with quality of information. And it will be tough. It will be tough because I mean it's not easy. I mean it's true that young people don't watch television that much, but for example in Spain, people from 15 to 25 they watch television 1 hour a day, which is not bad. So I think we should reinforce that, dig deep in that, and try to really give good information. Because if we like citizens informed and critical, I mean, we media are absolutely necessary for that. Merci infiniment pour cette profession de foi à la rentabilité et au journalisme, qui est, je trouve, un bon compromis. Un bonheur n'arrivant jamais seul, Nicolas Taverneau est joignable désormais. Nicolas, je vais vous demander de conclure ou de nous dire ce que cette Europe des médias vous inspire. On en a souvent parlé tous les deux. Cette Europe aujourd'hui structurée par une abolition totale des frontières pour des raisons techniques, mais qui fait qu'on peut quand même conquérir et continuer à conquérir le monde quand on est européen. Oui, bonjour à tous. Pardon de ce retard. Les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées. Quand je salue mes deux confrères, je les remercie d'être là. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Silvio, c'est qu'il n'y a pas de bons médias et de bonne information s'il n'y a pas de rentabilité. J'ai appartenu à un groupe privé européen, maintenant à un groupe privé international mais français. Je pense qu'il est très important d'avoir conscience que la défense des médias européens et notamment nationaux contre l'envahissement des médias internationaux est une cause tout à fait fondamentale. La vraie révolution, elle a eu lieu avec Internet, c'est-à-dire que tout le système des médias dans les différents pays européens était basé sur une réglementation française ou espagnole ou belge qui tenait compte des dispositions technologiques, c'est-à-dire qu'on pouvait organiser technologiquement la fermeture, si j'ose dire, et l'envahissement des frontières. Aujourd'hui, ce n'est plus possible par les plateformes. Il y a d'abord eu les réseaux sociaux, ensuite les plateformes. Et donc, il reste, les médias traditionnels ont challengé, et il a été très bien dit, par nouveaux entrants avec des règles qui sont souvent différentes parce qu'il y a toujours un temps de retard dans la réglementation. On le voit particulièrement en France, entre la réglementation des nouvelles technologies et la réglementation telle qu'elle s'est appliquée avec les médias traditionnels. Alors, ayant occupé depuis très récemment, c'est-à-dire depuis hier, un groupe qui est basé d'abord sur l'information. Cette information nécessite évidemment de la compétence, de la technologie, des moyens, et notamment des moyens humains. Et pour cela, il faut que les pays européens aient conscience que les règles doivent être mieux harmonisées pour permettre, par exemple, de flécher les dépenses publicitaires, un peu à la façon d'une RSE, vers des médias qui seraient des médias de qualité, pour pouvoir financer cette information de qualité dont les Européens ont besoin. C'est à partir de cette prise de conscience de la nécessité d'avoir des moyens technologiques importants, qui s'appuiera sur des investissements significatifs, qu'on pourra challenger les grands moyens internationaux sous forme de fake news, comme il a été rappelé tout à l'heure. L'adaptation à cette nouvelle donne coûte cher. Les investissements technologiques sont considérables, que ce soit dans le domaine du streaming, dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine des applications digitales.
Et pour cela, il y a une nécessité prise en compte de protection de l'Europe, qui est, à mon avis, très insuffisante aujourd'hui, pour protéger cet écosystème des médias nationaux. Un dernier point, je pense qu'on peut développer les échanges entre les différents pays européens. Je l'expérimente avec beaucoup d'intérêt et de succès avec, par exemple, la Presse Média, dans lequel nous avons des rapports confraternels nombreux et fréquents et surtout mutuellement profitables. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être en commun. Je prends un exemple, la technologie du streaming peut être mise en commun dans les pays européens, l'adaptation au digital, un certain nombre de formats de télévision qui peuvent être développés, mais on restera, en ce qui concerne notamment le domaine de l'information, quand même sur une information qui sera d'abord basée sur des cultures nationales, sur des moyens nationaux, et donc il faut préserver dans tous les sens du terme, qu'ils soient presse écrite, presse digitale ou presse audiovisuelle, et qui, encore une fois, nécessitent des moyens et donc une certaine régulation qui aujourd'hui est assez défaillante sur ce point. Merci beaucoup, Nicolas Taverneau. Nous allons conclure cette première table ronde en 1 minute chacun, ou 40 secondes chacun. Je vous demande cet exercice prospectif auquel je vous ai demandé de ne pas croire, mais est-ce que dans 20 ans, nous serons encore là pour discuter? Est-ce qu'une intelligence artificielle nous aura remplacés? Est-ce que les écrans existeront encore? Jean-Paul Philippot. Alors, à titre personnel, je ne me le souhaite pas. Les écrans existeront encore certainement et peut-être encore plus, ils seront encore plus diffus, plus liquides. Et je pense que si nous croyons à notre modèle européen, fondé sur des démocraties actives, une culture dans la diversité, on doit conserver des médias locaux, publics et privés. Et je voudrais dire une chose, je crois qu'il y a un domaine dans lequel on prend un peu de retard, mais en matière d'information, on peut avoir beaucoup plus d'ambition, c'est créer un moteur génératif d'IA fondé sur les bases de données de nos propres rédactions, qu'elles soient publiques et privées au niveau européen. Voilà une bonne idée. Silvio, dans 20 ans, regarderons-nous encore des écrans et une intelligence artificielle vous aura-t-elle remplacé? I don't understand well the question. I mean, can you that in English? Un exercice prospectif. In 20 years. Yes. What about television? Every time I've made a prophecy, I failed. So that's the thing I say. Because I mean, what we have to do is to be to hear what people want and adapt to what they want. I mean, that's our task. I mean, we are not prophets. We just manage the company and try to see how are the things doing. Try to listen and hear what's going on and be in advance of that. And if we do that, I think we will hear for a long time. I mean, let me just say time. I mean, it's a long time since I gave to this type of panels and whatever, and they thought we were zombies. Television was a zombie, but it was 20 years ago. We're still here. And I bet you, I mean, if you want something and you want people to real notice about that, television. There's no other way, because I mean, television covers, and we in our media, 20 million people watch daily our television and radio. So I mean, there's no social media, there's nothing that had that coverage as we have. So I mean, of course, there's a lot of different offers, and of course, time consumption is decreasing. But I mean, let that apart. I mean, if you want to be here, be listen, I mean, that's television and radio. It's not anymore. Merci Silvio. So, I mean, not 20 years time now. Le dernier mot pour Nicolas en 40 secondes. Dans 20 ans, est-ce que vous regardez encore la télé? Alors d'abord, je suis comme Silvio, je me méfie des prédictions. Et d'ailleurs, les prédictions sont souvent fausses. Quand le président de Netflix a dit il y a une dizaine d'années qu'il n'y aurait plus de télévision, il avait dit en même temps qu'il n'y aurait jamais de publicité sur Netflix. Donc méfions-nous des prévisions. Je dis simplement que si la technologie est reine, le contenu est roi. Et on le voit bien quand on fait des débats de qualité, comme nous l'avions fait hier soir, lorsqu'on offre des spectacles d'importance, comme le football ou des grands événements, il y aura toujours, en télévision, mais également en presse écrite, une consommation. Comment se fera cette consommation? Ça, c'est l'évolution technologique. Je suis convaincu que si on fait continuer à faire des contenus comme ça l'avait fait aujourd'hui,
il y aura toujours beaucoup de gens pour les regarder de différentes façons. Merci beaucoup, Monsieur de Taverneau. Merci, Monsieur González Moreno. Merci, Monsieur Philippot, pour cette demi-heure inspirante.